Lorsqu'on observe les apparitions mariales, il est souvent remarqué que ce sont des femmes, et plus particulièrement Marie, qui apparaissent. Cette tendance s'explique par l'influence du patriarcat qui, depuis des siècles, a établi que l'homme était plus puissant que la femme. Cette idée a conduit à la représentation de Dieu comme un homme, car l'humanité attribuait la puissance et la domination à la figure masculine. Cependant, la naissance des enfants étant liée à la femme, celle-ci a également été associée à la création et à la vie. Ainsi, l'archétype de la mère nourricière, symbolisé par Marie, a perduré à travers les cultures. Les apparitions mariales reflètent donc cette logique archétypale de la femme comme celle qui donne la vie et qui est en contact avec la divinité masculine. C'est pourquoi on retrouve des phénomènes similaires dans d'autres cultures, même non catholiques, avec des figures féminines comme la Vierge Noire ou la déesse hindoue. Ces apparitions sont influencées par l'énergie qui s'exprime à travers des médiums, et elles prennent une forme et une couleur en accord avec les archétypes qui manipulent cette énergie. La conscience collective d'un lieu influe sur les manifestations qui y ont lieu. Par exemple, à Fatima, au Portugal, il y a eu des apparitions mariales. Ces apparitions étaient influencées par l'archétype religieux de la région, qui associe la mère à la protection. Ainsi, la figure qui est apparue a été immédiatement reconnue comme celle de Marie. De manière générale, les apparitions peuvent être masculines ou féminines en fonction de l'archétype local et de la nécessité de stimuler la foi des humains. Les apparitions sont donc façonnées par les filtres culturels et théologiques de chaque région. Si la mère est celle qui doit avertir, alors l'apparition sera une femme. Cependant, il y a eu des cas d'apparitions masculines, notamment en Amérique où des chefs amérindiens sont apparus. Cependant, si Jésus est apparu en temps comme à son époque, c'est parce que cela était plus acceptable socialement. De même, s'il revient aujourd'hui en tant qu'homme, c'est pour éviter de nourrir l'orgueil féminin qui prendrait le dessus si une femme incarnait le Christ. Dans cette synthèse, l'auteur aborde plusieurs sujets liés à la place de la femme dans la spiritualité. Il souligne que l'humilité joue un rôle important dans l'évolution, et que les hommes sont plus à même de s'adapter à la présence d'un homme spirituel, tandis que les femmes auraient du mal à accepter un Christ féminin. L'auteur fait également une distinction entre la Vierge Marie et Notre-Dame, expliquant que Notre-Dame est plutôt le concept ésotérique de la mère non corporelle du Christ, tandis que Marie est le concept biologique de la mère qui a engendré le Christ dans la matière. L'auteur aborde également la question de la transmission de l'énergie spirituelle à travers les enfants et explique que les enfants nés d'une situation où seul l'homme a reçu le contact avec cette énergie peuvent être génétiquement plus enclins à évoluer. Enfin, l'auteur souligne l'importance de l'astral pour la croissance spirituelle de l'homme, comparant cela à des marches plutôt qu'à des haltères. Le rôle de Marie, mère de Jésus, est très important dans la religion catholique romaine. Elle est considérée comme la source du catholicisme et sa pureté est nécessaire pour la croyance en l'Immaculée Conception de Jésus. Marie travaille en collaboration avec d'autres figures spirituelles telles que Lazare et Marie-Madeleine. Son rôle actuellement est de conserver la crédibilité des enseignements et des symboles associés au passage de Jésus sur terre. Elle joue également un rôle au niveau de l'Église catholique romaine, en particulier auprès du pape. Son esprit n'a pas encore atteint le monde de la mort comme le font normalement les humains, mais il a contribué à paramétrer une région de ce monde afin d'accueillir les âmes des fidèles décédés. Marie est considérée comme un phénomène hautement évolutif, tandis que Marie-Madeleine joue un rôle plus actif. La vérité peut parfois manquer d'énergie, c'est pourquoi un mensonge énergisant peut être plus efficace pour dynamiser les masses. Cependant, il est important de ne pas croire aveuglément ni le mensonge ni la vérité. La construction de formes mentales dans la conscience renforce le mental, mais cela ne soumet pas vraiment l'ego émotionnel. Il y a un mécanisme par lequel le contrôle passe de l'astral au mental, et cela réside dans la fonction de l'ego de croire. Il est important que l'information soit comprise et structurée mentalement afin que l'ego puisse l'absorber. L'instruction mentale peut être adaptée à l'ego, mais la meilleure façon de l'instruire est de vivre. Lorsque vous comprenez l'importance de l'instruction de l'ego, vous n'aurez plus besoin de poser ces questions. Certains concepts doivent être structurés mentalement, mais les professeurs sont là pour s'en occuper. Les conférences sont structurées par l'intelligence supramentale, ce qui instruit l'ego sans passer par la structure mentale. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre l'énergie et la structure pour éviter les problèmes. La religion mentale est une forme de religion astralisée, nourrie par la conscience des individus qui se tournent vers l'homme nouveau, un égrégore spécifique.
Les Atlantes se réincarnent actuellement au Pérou en raison d'un retour génétique qui permet aux peuples incas de supporter une dose plus élevée de conscience atlantéenne. Ce mélange génétique entre la race inca et atlantéenne donnera naissance à une nouvelle race dans quelques centaines d'années. La 6e sous-race de la race blanche née en Europe, tandis que la 7e née en Amérique du Sud et centrale. Il est important d'apprendre les bases de la génétique pour comprendre les futurs phénomènes de mutation avancés. Cette connaissance sera expliquée par l'intelligence, mais il manquera parfois une base mémorielle pour tout assimiler. Finalement, une fois que cette mémoire aura été intégrée, elle ne sera plus nécessaire car le savoir sera acquis. La génétique joue un rôle dans l'évolution des caractères chez les organismes vivants. Au fil du temps, des mutations génétiques peuvent se produire, conduisant à l'apparition de caractères récessifs qui peuvent être transmis de génération en génération. Le mélange des gènes lors de la reproduction peut finalement conduire à l'apparition de caractères dominants qui étaient absents chez les parents. Ce processus de mutation génétique permet à des caractères tels que la couleur de peau, les cheveux ou les yeux de varier d'une génération à l'autre. Dans certains cas, les individus ayant des gènes récessifs, caractéristiques de la race aryenne par exemple, peuvent se reproduire avec d'autres individus ayant également ces gènes récessifs. Cela peut aboutir à la naissance d'un enfant possédant des caractères dominants de la race aryenne, tels que des cheveux blonds et des yeux bleus. Ces gènes récessifs peuvent provenir de la race atlantéenne, qui aurait colonisé l'Inde à un moment donné. Il est expliqué que les Atlantes se réincarnent dans ces corps génétiquement mélangés pour permettre à ces peuples d'Amérique centrale et du Sud d'évoluer génétiquement. On mentionne que ces populations ne sont pas en train d'évoluer de manière significative et qu'elles doivent se mélanger à d'autres races, telles que la 5e sous-race de la race blanche ou des vestiges de la race atlantienne, pour pouvoir progresser. En ce qui concerne les dimensions, il est affirmé que notre monde tridimensionnel est régi par une 4e dimension, le temps. Au-delà, il est dit qu'il existe une 5e dimension, proche de la 3e dimension, où l'homme nouveau, après une fusion, pourrait vivre. Cette 5e dimension est décrite comme une omniscience, une conscience instantanée et ayant une présence partout. Une fois la fusion terminée, l'être humain deviendrait tridimensionnel, sans être soumis au temps. Il est mentionné qu'il existe d'autres dimensions dans d'autres domaines galactiques, mais que notre contexte humain ne permet pas de les comprendre ni de les définir avec des mots. Le nouvel homme vivrait donc dans une tridimensionnalité et ne serait plus régulé par le temps, contrairement à l'être fusionné qui vivrait dans une dimension unique de présence. En résumé, la génétique joue un rôle dans l'évolution des caractères chez les êtres vivants, et les mutations génétiques peuvent conduire à l'apparition de nouveaux traits. Les individus possédant des caractères récessifs peuvent se reproduire pour donner naissance à des individus possédant des caractères dominants. Par ailleurs, il est suggéré que l'humanité pourrait évoluer vers une conscience plus élevée, permettant de transcender le temps et de vivre dans une dimension de présence totale. La première dimension peut être considérée comme la profondeur ou l'épaisseur. L'homme nouveau vit dans une dimension existentielle, celle de la présence. Lorsqu'il évolue, il sort des limitations dimensionnelles. Dans les mondes parallèles, il y a différentes dimensions matérielles, comprenant le temps, l'espace et même une forme d'omniscience. Il y a aussi des dimensions non matérielles, comme celle de la mémoire, associée au monde de la mort. Dans les dimensions ésotériques et planétaires, il existe également de nombreux plans et dimensions, telles que le plan vital, physique, astral, mental et supramental. La communication avec les êtres du centre de la Terre n'est pas nécessaire pour le moment, mais le sera dans le futur pour établir une relation de maîtrise. L'homme refuse de mourir physiquement car il identifie sa présence à son corps physique, qui lui permet d'expérimenter. Il craint de perdre cette conscience de soi en mourant, car il croit qu'il ne saura plus qu'il est là une fois le corps physique parti. Le charisme humain est l'énergie dégagée par un individu, qui peut être vitale, astrale ou intellectuelle. Elle provient de ceux qui lui donnent leur énergie, créant ainsi une autorité et un pouvoir. Le charisme peut être augmenté par des vibrations mentales, augmentant le potentiel en énergie vitale de l'individu. Le charisme est une énergie vitale qui permet à une personne de rayonner et de guérir les autres. Il peut être accru par une forte dose d'énergie astrale ou par la reconnaissance et l'adoration du public. Le charisme supramental, ou charisme christique, est régi par l'intelligence supramentale et crée une vibration de sécurité chez les humains, les attirant vers cette personne. Le charisme spirituel est créé par l'amour que les gens lui portent.
La synergie est un processus qui permet à une énergie de grandir d'elle-même. Lorsqu'une personne est en contact avec son esprit, elle devient une synergie, capable de s'auto-énergiser. Lorsque l'ego s'effondre en raison de la fatigue, l'intelligence peut fonctionner mieux, permettant à la personne de voir plus clairement. Cependant, une fatigue excessive peut rendre une personne plus vulnérable à l'influence astrale. Il est prévu d'organiser un phénomène d'initiation par le feu où les membres de PMC devront s'épuiser pour travailler au niveau de l'esprit plutôt qu'au niveau de la mémoire. Il est recommandé de ne pas s'épuiser, mais parfois la fatigue peut faciliter le contact avec l'intelligence supramentale. Il est important de s'impliquer davantage dans la matière, de la connaître et de l'instruire pour éviter l'attente passive. La faculté d'instruire dans la matière signifie que lorsque l'on a une idée intelligente, il faut l'appliquer et agir en conséquence. Si on pense ne pas savoir comment faire, il faut chercher des informations et des conseils. Si on a envie d'écrire, il faut écrire, même si on décide ensuite de jeter ce qu'on a écrit. Il est important d'adapter nos actions à nos nouvelles vibrations et de savoir quand il est temps de changer. Cela ne signifie pas tout abandonner, mais plutôt commencer à construire les bases pour le changement futur. Parfois, cela peut concerner notre alimentation, notre mode vestimentaire ou d'autres aspects de notre vie. Il est également possible de recevoir des séminaires ou des conseils pour nous aider dans ces changements. Le mental peut parfois s'ennuyer du manque de contact avec l'esprit, mais il finira par retrouver son énergie. Parfois, on peut prendre le dessus, créant des perturbations dans notre cheminement. Deux personnes qui ont une attirance énergétique peuvent parfois avoir des difficultés à communiquer car elles se ressemblent trop, mais il est important de savoir que l'on ne peut jamais trop se ressembler. Deux individus qui se ressemblent trop peuvent avoir du mal à communiquer au niveau de l'ego, car ils se détestent en se voyant dans l'autre. Cela ne signifie pas que leur relation est mauvaise, mais plutôt qu'ils doivent travailler sur leur relation égoïque. Il est important de laisser les choses se faire à leur rythme et de trouver des moyens de communication. Se connecter à l'astral supramental peut être bénéfique, mais il ne faut pas se prendre au sérieux et penser que tout est résolu. Pour gérer des problèmes tels que le refroidissement du corps la nuit ou la constipation après avoir arrêté de fumer, il est recommandé de trouver des solutions pratiques et de prendre en compte le lien possible avec le stress et l'angoisse. Finalement, il est conseillé d'assister à une conférence sur les maladies de l'homme nouveau pour en apprendre davantage. Il y a plusieurs choses mécaniques à faire pour favoriser l'évolution, notamment pour contrer la constipation qui nuit à notre santé. Il est recommandé de consommer des aliments favorisant des selles régulières ou de prendre des médicaments pour se purger. Toutefois, il est important de ne pas se focaliser uniquement sur l'évolution du système digestif. Est-ce plutôt sur l'évolution de notre système mental et neuronal? Il est possible d'avoir des intuitions ou des contacts supramentaux, mais il faut rester prudent car l'astral peut également manipuler ces expériences. Ce qui importe finalement, c'est d'acquérir la compréhension et le discernement entre ce qui nuit et ce qui aide. Peu importe la source de l'information, il faut se concentrer sur ce qui est bénéfique pour notre évolution. Il est également souligné que certaines formes de méditation, qu'elles portent ce nom, ne sont pas absurdes ou inutiles. Il existe différents types de méditation, tels que le yoga ou la méditation zen, qui peuvent être positivement intéressants. Il est donc important de faire attention à l'interprétation du terme méditation. En ce qui concerne le contact avec l'astral supramental et les doutes concernant une potentielle illusion, chacun doit suivre son propre cheminement et en tirer les enseignements qui lui sont propres. Une personne reliée à l'astral supramental peut répondre convenablement à une question posée, mais elle ne pourra pas répondre à une question qui n'a pas été posée préalablement à une antenne supramentale ou à une question similaire. En conclusion, il est essentiel de chercher la compréhension et le discernement pour évoluer, peu importe la source de l'information ou les expériences vécues. Dans cette déclaration, l'orateur fait référence à la présence d'une antenne supramentale permettant d'ouvrir de nouvelles perspectives. Il admet ne pas pouvoir y accéder lui-même, se sentant inférieur à elle. Il encourage ensuite l'auditoire à s'impliquer dans la matière et à assumer ses actions, notamment en posant des questions et en agissant de manière proactive. Il mentionne également un individu qui a décidé d'écrire un livre et de s'investir dans l'organisation d'un projet lié à l'alimentation. En conclusion, il invite chacun à assumer sa propre destinée et à agir en cohérence avec ses dons et ses aspirations.